Bon retour à nous tous. Je vais vous demander de prendre votre place. Cette fois-ci, ce n'est pas un pré-embarquement, c'est le départ. J'ai quelques bonnes nouvelles que je vais vous donner, mais il va falloir s'asseoir d'abord. On ne prend pas mes nouvelles debout. Asseyez-vous et je vous donnerai de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, la présence de Monsieur le ministre est confirmée pour demain. Donc, nous allons commencer à l'heure indiquée. Deuxième bonne nouvelle, il n'y aura pas un seul tombola, mais plusieurs demain. Il y en aura le matin, il y en aura le soir. Donc, n'allez pas trop loin, il y aura de belles surprises. Nous avons 3 intervenants avant nos prochains ateliers. Ce sont des retours d'expérience. Et je vais vous demander, pour ceux qui arrivent, de venir plutôt devant que de rester derrière. On ne sait jamais de quel côté le tombola peut aller. Hein? Ça peut choisir les tables devant. Donc, montez devant, s'il vous plaît. Je m'en vais vous présenter un grand homme. Il est le chef de pôle de SI et transformation digitale à la Caisse marocaine des retraites. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc est champion du monde, s'il vous plaît, de U20. C'est un pays qui me plaît énormément. En 2022, après 2022, je suis allée à Marrakech et je me suis acheté la tenue marocaine du foot, avec lequel je suis allée en Coupe du Monde au Qatar. La Côte d'Ivoire n'étant pas partie, le Nigeria non plus, je me suis retrouvée supporter de Maroc. Eh bien, j'en ai eu pour mon compte. Je suis allée jusqu'en demi-finale, moi. Donc, vous me voyez là, respectez-moi. Je suis une grande fan d'un grand pays. C'était dimanche de la semaine passée. Royal Air Maroc a décollé avec 2 gros avions et a atterri à Santiago au Chili. Ils sont partis comme des fans. Ils sont revenus en champion. Alors, nous allons accueillir un champion. Il a plus de 22 ans d'expérience dans la conduite des changements et le digital. Il vient ici nous entretenir sur l'intelligence artificielle, bien sûr, mais entre promesse et réalité. Entre promesse et réalité. La réalité du Maroc, c'est que le Maroc est champion du monde U20. Oui, il est demi-finaliste de Coupe du Monde, mais Maroc n'est pas champion d'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire qui est champion d'Afrique. Ça, c'est une promesse. On va le tester d'ici fin de l'année. Pour vous qui êtes ici, qui aimez le foot, téléchargez Yalla, l'appli. Et moi, j'ai déjà téléchargé. J'ai déjà eu mon visa et je suis déjà prêt pour le Maroc. Mais pour le moment, soyons prêts pour accueillir M. Mohamed Zaidi, qui va venir nous entretenir sur l'intelligence artificielle en promesse et réalité pour les 15 prochaines minutes. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette belle introduction du Maroc et des dernières réalisations. Alors, par rapport au football, la promesse, elle est notée et on va voir la réalité en fin d'année, Inch'Allah.
Très bien. Alors, comme ça a été dit, je suis Mohamed Saïdi, je suis le directeur du pôle SI et transformation digitale de la Caisse marocaine des retraites. Et je suis également le secrétaire général de l'OSIM, qui est l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, qui est l'équivalent et l'homologue du club DICI Tunisie. Alors, je vais parler aujourd'hui avec la casquette de la Caisse marocaine des retraites. La CMR, c'est une caisse qui gère les retraites des fonctionnaires de l'État marocain, que ce soit civils ou militaires. Donc, on gère un peu plus de 2 millions d'usagers au niveau de la CMR. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi de partager avec vous notre expérience dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas là pour vous apporter de l'expertise, parce que là, l'expertise, elle est là, les supports de formation sont là, Internet, elle est là. Je suis là pour partager avec vous un retour d'expérience modeste de notre caisse, en mettant l'accent plus sur les échecs que sur les réussites, parce que nous, DICI, nous le savons, on a besoin d'échanger entre nous, on a besoin que chacun raconte son histoire pour qu'on puisse avancer ensemble vers une transformation digitale de nos institutions d'une manière la plus efficace et la plus rapide possible. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA. Tout le monde parle de l'IA générative. Dans tous les rapports qu'on lit aujourd'hui, je donne quelques chiffres du Gartner de la dernière édition, les deux top topics au niveau mondial, c'est l'IA et l'IA générative. Selon le dernier rapport, à peu près entre 40 et 50% d'organisations ont déjà implémenté de l'IA et de l'IA générative. 30% sont en cours d'implémentation de l'IA. Donc, on parle de 80% de la population des DICI au niveau mondial sont soit implémentés ou en cours d'implémentation de cette technologie. Mais parallèlement, ce matin, à travers le baromètre de la transformation digitale qu'on a suivi tous, j'ai vu quelques chiffres qui m'ont un peu interpellé, notamment des taux de 65% d'institutions qui n'ont pas encore commencé le chantier de l'IA. J'ai vu 63% des talents manquants dans le domaine de l'IA. Et je vis également un chiffre qui est assez frappant, qui est 60% des personnes qui ont été qui ont donné leur avis sur le questionnaire disent que le top management n'est pas impliqué dans la transformation digitale et plus particulièrement dans l'intelligence artificielle. Ça, ce sont des chiffres qui frappent et qui vont faire une sorte d'introduction à ce que je vais vous raconter en termes d'histoire. Alors, à la CMR, je vais revenir un petit peu en arrière. En 2018, nous avons commencé à mettre en place une feuille de route de transformation digitale. Pas un schéma directeur classique, mais vraiment une stratégie de transformation digitale qui vient répondre aux évolutions que connaît notre domaine et de l'accélération de l'émergence des technologies de rupture. Et à travers cette feuille de route digitale, nous avons pris deux grandes décisions. La première, c'était l'expérimentation de toutes les technologies de rupture. Quand je dis technologie de rupture, je parle de l'IA. À l'époque, il n'y avait pas d'IA générative. On parlait de l'IA, on parlait de la RPA, la robotisation des processus, et on parlait de la blockchain. Et la deuxième grande décision qu'on avait prise à l'époque, c'était l'introduction progressive de l'intelligence artificielle au niveau des processus de notre chaîne de valeur. Ça, c'était deux grandes décisions qu'on avait prises. Maintenant, pour décliner ces deux orientations, on est allé un peu d'une manière progressive. On a commencé à organiser des POC sur l'IA, des POC sur la RPA, des POC sur la blockchain, et on a commencé à évaluer ces proof of concept, leur réalisation, leurs impacts,
et leur ROI au niveau de notre organisation. Et parallèlement à cela, on était conscient à l'époque qu'on ne pouvait pas réussir ces chantiers sans une conduite de changement assez importante au niveau de notre institution. Parce que la CMR, c'est un établissement étatique, ce n'est pas du privé. Et on sait très bien que le monde du privé et le monde du public avancent avec des vitesses qui sont différentes, des mindsets qui sont totalement différents. Donc, on était conscient à l'époque que pour réussir le chantier de la transfo digitale, il faudrait un vrai accompagnement de nos ressources humaines internes, un vrai embarquement pour qu'ils puissent suivre avec nous les évolutions technologiques. C'est pour ça qu'on a décidé, en 2019, de mettre en place ce qu'on a appelé un processus d'innovation. Un processus d'innovation qui va venir à l'appui du processus de la transformation digitale. Quand je dis processus innovation, ça veut dire des espaces d'expérimentation, on l'a appelé un Open Lab, des espaces d'acculturation, de formation, d'accompagnement avec les nouvelles méthodologies de réflexion, le design thinking, etc. Et tout ça, on l'a mis pour que ce processus d'innovation puisse préparer l'un des pain points qu'aujourd'hui qu'on vit et certainement que vous vivez, ce sont les use cases. Les use cases qui vont être identifiés, expérimentés et puis mis à l'échelle. Donc, on était conscient qu'il faut expérimenter pour voir la valeur ajoutée, mais parallèlement, il faut préparer le terrain des ressources internes qui sont, premièrement, capables de comprendre la technologie, deuxièmement, de se projeter dans cette technologie par rapport à leur métier et de me dire ce cas d'usage, il est pertinent pour la RPA. Ce cas d'usage, il est pertinent pour l'IA. Ce cas d'usage est pertinent pour la blockchain, etc. Jusque-là, tout va bien. Alors, c'était beau. On avait l'appui de la direction générale, et c'est un point, parmi les points de réussite de toute expérimentation, de tout projet de transformation digitale, c'est l'appui non seulement du top management, mais de la plus haute marche au niveau du management, c'est le directeur général. Donc, on avait l'appui de la direction générale pendant tous ces processus. Donc, jusque-là, on a tous les ingrédients de réussite. Alors, on s'est dit, c'est bien, on a formé les gens, on a accompagné, on a acculturé, on a mis en place un process d'innovation, on a expérimenté des use cases qui ont donné des résultats qui sont assez intéressants. Maintenant, il faut qu'on passe à la mise à l'échelle. Et là, ça commence les grandes problématiques. Alors, je vais zoomer plus particulièrement sur l'IA, parce que c'est le sujet de mon intervention, mais parallèlement, je vais donner des parallèles avec les autres technologies. Alors, sur la RPA, tout le monde connaît la RPA, la robotisation des process. Je pense que ici, ils connaissent. Ce sont des robots qu'on met en place au niveau de nos systèmes d'information qui permettent d'automatiser des tâches qui peuvent être répétitives, qui sont faites par l'humain, sans grande valeur ajoutée métier, mais c'est juste raccourcir les temps, travailler 24 sur 24, 7 sur 7, ainsi de suite, sur des choses que les humains faisaient d'une manière manuelle. Sur ce cas d'usage, on a eu une très grande réussite, parce que le ROI, il est immédiat. J'ai automatisé un process, j'ai gagné 5 ETP. 5 ETP, les salaires, les charges, tu multiplies par 5, par 6, tu multiplies par 12, tu as un montant, le DG, il est content. J'ai investi temps, j'ai gagné temps et demi, ou bien 2 temps. Donc, l'opportunité n'est pas discutable, et la continuité dans le process d'industrialisation également. Maintenant, l'IA, l'histoire est un peu différente. Les use cases de l'IA, premièrement, ils sont complexes. L'identification des use cases et dire ce use case, c'est un use case IA, déjà, l'identification, elle est assez complexe. Deuxième contrainte, j'identifie un use case, maintenant, je dois le réaliser. Je dois l'industrialiser. L'industrialisation d'un use case nécessite principalement 3 choses. Premièrement, c'est la plateforme. Je vais industrialiser l'IA sur une plateforme IA. Au moment d'expérimentation, on utilisait soit des outils open source,
de l'IA qui existent à l'époque. Je ne parle pas des outils actuels, des outils il y a 5-6 ans. Il y a des outils éditeurs que vous connaissez tous. Il y a des outils sur le cloud. Il y a des outils qui sont sur le cloud et également qu'on peut installer au niveau de nos institutions. La particularité de la Caisse marocaine de retraite, c'est qu'on est classifié au niveau du Maroc comme une infrastructure d'importance vitale qui est régie par une réglementation marocaine, la loi sur la cybersécurité, qui nous dit que toute infrastructure d'importance vitale ne doit pas héberger ses données sensibles en dehors du territoire national. Ça, c'est une complication qui s'ajoute, et j'imagine ça sera de même au niveau de vos pays respectifs lorsqu'on parle de souveraineté numérique. Et du coup, une fois on a eu cette loi en 2020, toutes les pistes d'utilisation des plateformes cloud étaient fermées. Tout ce qui est Azure, tout ce qui est Google, etc., on ne pouvait pas les utiliser pour industrialiser nos process, sachant que nous manipulons des données sensibles, on gère des populations, des militaires nationaux, donc c'est hyper sensible. Donc, on a commencé à chercher des plateformes qui sont ce qu'on appelle, dans notre jargon, on-premise. Et une fois on passe de l'autre côté, les complications et les complexités financières commencent. Une plateforme on-prem, elle est coûteuse. Toutes les plateformes aujourd'hui qui existent, elles sont en mode souscription. Ça veut dire pour le DG, je lui dis, j'achète une plateforme, je vais payer tant de millions par an, d'une manière automatique. Et puis, on va essayer de rentabiliser cette plateforme. Donc, premier challenge, c'est le choix de la plateforme et c'est des contraintes liées à ce choix. Contraintes réglementaires, juridiques et contraintes financières. La deuxième contrainte qui s'est posée, c'est les contraintes des use cases. Vous le savez très pertinemment que les use cases IA se basent sur des modèles, sur des entraînements, sur des itérations, etc. Aujourd'hui, le métier vient, il me dit, j'ai un process. Je vais vous donner un exemple chez nous, je pense que vous allez le comprendre. Dans les caisses de retraite, on a des régimes de base qui sont obligatoires pour tout le monde et on a des régimes complémentaires qui sont facultatifs. J'imagine que c'est de même en Tunisie et en Afrique. Alors, pour le régime complémentaire facultatif, on s'est dit on va utiliser l'IA pour prédire quels sont les clients potentiels. Historiquement, on se basait sur des exercices très simples, par salaire, par grade, etc. On se dit, celui-là, il a un grand salaire, donc il est plus... pas plus intelligent, non. Donc, il est plus éligible, parce qu'il a un grand salaire, il va réfléchir à sa retraite complémentaire, donc c'est une cible pour nous. On s'est dit non, peut-être il y aura d'autres critères qui vont identifier des clients potentiels. Donc, et puisque l'IA elle est très forte dans toute la partie prédiction, sur tous les domaines d'activité, on s'est dit c'est un bon use case. Maintenant, pour les métiers, il fallait qu'ils comprennent, je mets le modèle, je l'entraîne sur des données internes. Mais après, l'exercice, c'est de faire des itérations. Il m'a donné 5000 clients potentiels, je dois appeler les 5000, je dois avoir les retours des 5000, je dois les intégrer dans la plateforme, je vais faire tourner mon modèle, il va me donner une autre population, je vais la contacter, ainsi de suite. Ça, c'est le travail d'entraînement du modèle de l'IA. Et aujourd'hui, les métiers n'ont pas le temps pour faire tous ces exercices. Donc, si on va nous embarquer dans ce type de projection d'industrialisation, il faut que les métiers comprennent d'une manière très claire que ce n'est pas un bouton. Ce n'est pas comme la RPA. Je lance mon robot, il va travailler. C'est un travail entre les métiers, l'IT, l'innovation, pour faire des itérations successives jusqu'à ce qu'on arrive à un modèle qui est stable et qui donne des résultats qui sont satisfaisants. La troisième grande problématique, j'ai parlé de la plateforme, des use cases. Troisième problématique, c'est celle de la data. Ce matin, on en a parlé, il y avait beaucoup de discussions sur la data, mais c'est un réel challenge au sein de nos organisations. Une data qui est assainie, qui est correcte, qui est intègre, qui est la même dans tous nos systèmes d'information, c'est un challenge du quotidien de chaque DIC. C'est pour ça qu'on a un petit peu anticipé ce chantier
en lançant il y a 4 ans ce qu'on appelle un chantier de data governance. Data governance, c'est mettre tout le dispositif data avec un CDO, un data chief officer, avec tout l'arsenal procédural, etc., pour que lorsqu'on aura besoin de la data, on aura une data qui est assigne. Sauf que, pour les use cases que j'ai cités, le modèle m'a sorti les 5000 clients potentiels, on a besoin de leur numéro de téléphone. Lorsqu'on cherche sur les numéros de téléphone, il y a 90% des numéros de téléphone qui ne sont pas valables. Et donc, j'ai un use case qui est pertinent, qui me sort des populations pertinentes, mais lorsque je vais mettre en œuvre ce use case, j'ai des freins qui sont relatifs à la data. Ça, je donne un exemple, mais on peut extrapoler cet exemple sur l'ensemble des use cases qui, à 100%, vont utiliser de la data. Ce matin, on a dit, là, sans data, il n'y a pas d'IA. On ne peut pas entraîner des modèles sans data, on ne peut pas utiliser de l'IA sans la data. Donc, si vous pensez lancer des chantiers de l'IA, il faut, à mon sens, travailler sur les 4 composantes. Première composante, c'est les fondements, les bases en termes de mindset de toute la population et en termes d'implication de top management dans ce mindset. Si vous avez un DG, un top management qui n'a pas le mindset de la transformation digitale, mindset de l'opportunité que peut avoir les technologies, surtout de rupture, c'est un chantier qui est voué à l'échec dès le départ. Maintenant, si on a ces 2 composantes, on a des ressources internes qui sont embarquées, on a du top management qui est convaincu de l'opportunité, etc., on peut aller vers les autres étapes. Les autres étapes, c'est comment choisir les plateformes, et comment travailler sur les chantiers de la data, et comment assurer un process continu de l'identification des use cases. Maintenant, j'ai parlé d'un chantier qui a démarré il y a 7 ans, 8 ans, mais chemin faisant, il y a un paramètre qui est né. Vous le connaissez, c'est l'IA générative. L'IA générative, il est venu en 2022, en plein chantier de transformation digitale de la CMR, et on devait nous adapter par rapport à ce nouveau paramètre. Ce nouveau paramètre, sans vous le cacher, il a tout bouleversé. Le directeur général qui était hier convaincu de l'IA, on va tenir, etc., on va avoir les bénéfices. Aujourd'hui, il me dit, ah, ta plateforme, elle coûte cher. Ah, je vois ChatGPT, je vois ça, qui donne des résultats. Il permet de sortir les PV, il permet de synthétiser des vidéos, il permet de faire plein de choses. Est-ce qu'on est toujours dans la bonne voie? Et ça, ce sont des questions existentielles qui peuvent bouleverser toutes nos stratégies. Mais aujourd'hui, ce qu'on lui a dit, bon, l'IA générative, c'est vrai, c'est un effet de mode qu'on doit capturer, mais il ne faut pas oublier l'IA de base qui va travailler sur des process lourds. Aujourd'hui, on a identifié des process qui concernent la gestion de la fraude, qui concernent la gestion des réclamations, la réponse automatique des réclamations, etc., etc. Mais on devait, parallèlement à cette stratégie IA classique, monter une nouvelle stratégie IA générative qui soit cohérente avec la stratégie globale de l'IA. Et là, s'est posée une contrainte supplémentaire à celle de la plateforme initiale, c'est que si on veut utiliser de l'IA générative sur des contextes internes, bon, si on veut faire des comptes rendus de réunion, produire des rapports d'activité, faire de la veille sur le net, juridique, communication, etc., il n'y a pas de problème. Mais une fois l'IA générative va commencer à manipuler de la data sensible, de la data interne, que vous interdisez qu'elle soit mise sur le cloud, là, il faut penser à des LLM en premise. Et la question d'on-premise se pose à nouveau. Et une fois on se dit entraîner des LLM en premise, la question qui s'est posée ce matin, c'est celle des GPU. Elle va commencer à se poser. Aujourd'hui, j'ai commandé il y a 1 an et demi des GPU, je ne suis pas encore livré. Et je pense que c'est une politique qui est assez connue. La livraison des GPU en dehors des États-Unis, un peu en Europe, c'est difficile. Donc, si on veut faire le pas d'avoir des use cases qui sont très sérieux,
Parce que les use cases que j'ai cités sont des use cases simples. On le fait tous les jours. Chacun de nous utilise de l'IA, ChatGPT, etc. C'est très simple. Maintenant, une fois on va entrer dans l'organisation, dans l'entreprise, les use cases qui sont assez sérieux, je veux un agent conversationnel RH qui va attaquer ma base de données RH, qui va répondre aux collaborateurs. Je veux un agent assistant au client qui va se connecter aux bases de données sensibles, ainsi de suite, pour répondre aux clients. Tout ça va manipuler de la data sensible et, mon temps, j'en ai pour combien? 2 minutes. Donc, la question de GPU va se poser. C'est pour cela, je vais conclure sur ce point. J'ai donné un certain nombre de briques importantes, obligatoires, pour pouvoir amorcer le processus de l'IA, mais il ne faut pas oublier d'anticiper ces problématiques. Parce qu'elles vont se poser. Si vous êtes dans des structures qui manipulent la data sensible, l'approche, elle est totalement différente. Ce n'est pas comme les privés qui n'ont pas un problème avec le cloud, etc. C'est une autre démarche. Mais une fois qu'on a la data sensible, la démarche va changer, le mindset va changer, etc. Et il faut toujours avoir le DG à côté de lui, parce qu'une fois que vous n'avez pas le DG à côté de vous, tous vos chantiers IA vont s'écrouler. Parce qu'à un certain moment, on va commencer à calculer le ROI, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, est-ce qu'on mobilise les équipes d'une manière gratuite, parce que c'est vraiment des chantiers qui sont très challengeants, ils mobilisent beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, mais in fine pour sortir avec des résultats qui sont concluants. Donc, j'espère que je l'ai donné un aperçu assez clair sur notre modeste expérience. Il y a l'effet de vague, il y a l'effet de tendance. Oui, l'IA, elle est belle comme technologie, c'est très fascinant, mais dans la réalité des DSI, c'est une autre chose. Il faudrait mettre les pour et les contre. Avant de se hasarder sur ce chantier, il faut s'assurer qu'on a tous les prérequis qui sont sur place pour qu'on puisse réussir le chantier. Merci beaucoup. Notre gratitude à notre champion. Merci beaucoup.